Il faut être capable de créer de la valeur pour la société et pour écologiquement parlant également. Et je pense que les territoires, pour ça, sont une bonne manière d'accéder à cette question. On a à apprendre de tout le monde, de son bras droit, de notre président bien sûr, mais également de la personne qui est dans l'agence, de la personne qui est dans une filiale. J'ai essayé de faire ça et c'est comme ça que les meilleures choses que j'ai faites en tout cas, c'est d'être capable de rester très connecté aux réalités du terrain. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode, le premier de l'année. Et oui, on entame déjà 2022. Et pour cet épisode, je suis accompagnée de Chabir, que vous connaissez sûrement. Mais pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, Chabir est investisseur chez nous. Salut Hello. Chabir. Si je devais dire bonjour à ce moment-là, mais je ne peux pas te C'est parfait. Et puis moi, je suis Sophie, en charge de la communication et de la communauté chez Daphne. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir un nouveau visionnaire, membre de notre communauté. Encore un, vous allez me dire, mais on vous l'avait bien dit, ce podcast a été créé pour vous faire découvrir uniquement des profils inspirants qui nous entourent chez Daphne. Il s'appelle Ronan Lemoyle, il a été directeur général du Crédit Mutuel Arkéa de 2008 à 2020. Il dirige aujourd'hui un fonds qui s'appelle Épopée, qui fait le pari de l'investissement en région. Et si on a des auditeurs bretons, cet épisode va vous plaire. Bonjour Ronan. Bonjour Sophie. Comment vas-tu, meilleurs vœux? Merveilleux, bonne année à vous tous les deux. Plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur à titre personnel d'abord, et puis plein de beaux projets dans vos vies professionnelles. De même. Et bon, on te le retourne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de pouvoir échanger avec toi. Alors Ronan, tu es breton, tu as passé 25 ans dans la finance, tu es passionné d'entrepreneuriat, d'aventure humaine plus globalement. Tu as fait du cyclisme à haut niveau, tu fais les choses tout le temps à 100%. Jusque-là, je me trompe pas? Tout va bien, a priori en tout cas. À fond et à 100% et très vite, y compris dans le débit verbal d'ailleurs. On va voir ça. Tu viens de spoiler la vidéo, là, Sophie. Ouais, clairement. On va arrêter de spoiler nos auditeurs. On va te laisser la parole avec une première question toute simple. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter, nous raconter ton enfance, ton adolescence, tes rêves quand tu étais jeune? Ah, très bonne question. Donc, je m'appelle Ronan Lemoyle. Je suis né effectivement dans le Finistère, à Brest, donc dans cette petite ville de la pointe du Finistère qui aujourd'hui trouve un écho plus favorable qu'il y a quelques années. Quand on y vivait, c'était une coquetterie particulière, et aujourd'hui, ça fait presque avant-gardiste d'être en région. J'ai vécu là-bas pendant 20 ans jusqu'à rentrer en prépa. Une enfance très heureuse, avec des parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui étaient des gens extraordinaires, qui sont malheureusement décédés aujourd'hui, relativement jeunes. Ils avaient une soixantaine d'années tous les deux. Et qui étaient des personnes qui ont vraiment choyé leurs 3 enfants, puisque j'ai deux sœurs qui sont un peu plus jeunes que moi. Et donc j'ai des souvenirs d'enfance extraordinaires qui étaient des souvenirs de balades avec des copains, de cabanes dans les arbres, de vélos, parce que j'en faisais beaucoup déjà à l'époque de vélos. Pas beaucoup d'école jusqu'à mes 18 ans. J'étais pas vraiment un acharné des études. Je me suis mis après, comme mon père m'a bien fait comprendre qu'il valait d'abord mieux travailler à l'école avant de penser à faire du vélo à haut niveau, ce qui était très compliqué et ce qui n'aurait sans doute été jamais possible. Et donc j'ai fait ça jusqu'à 17-18 ans, une prépa, et j'ai connu mon épouse à l'époque. C'est la femme qui est devenue mon épouse, je l'ai connue très jeune, j'avais 17 ans. Et depuis, je suis rentré ensuite à HEC, j'ai fait mes études là-bas, je suis rentré dans ce groupe CMB là, qui s'appelle maintenant Arkéa. Et aujourd'hui j'ai 2 enfants, nous avons 2 enfants, Jeanne et Noé. Et je vis effectivement, je partage ma vie entre la pointe bretonne et Paris. Et ta prépa, tu l'avais faite aussi en Bretagne? En Bretagne, à Brest, au lycée de Kérichen. Donc c'est pour ceux d'ailleurs qui connaissent pas Brest, je les invite à lire un bouquin qui s'appelle Paris-Brest, qui est un bouquin de Tanguy Viel, qui explique comment Brest, qui est une ville qui a une image effectivement qui est un peu la grisaille parfois, pas une belle architecture, ce qui est vrai, comment cette ville a été reconstruite sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale et comment elle a raté ce virage qui consistait à s'ouvrir sur la mer. Donc c'est un bouquin qui est assez sympa, qui fait 100 pages. Donc voilà, c'est un petit truc à lire si on veut découvrir la Bretagne différemment. On mettra le lien à nos auditeurs. Et on sait que c'est un mensonge pour convaincre les Parisiens de ne pas venir en Bretagne. Exactement. Et pour revenir un peu sur le vélo, t'en as fait pendant de nombreuses années? Oui, j'en ai fait de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans, vraiment. Okay. À assez haut niveau, entre 18 et 20 ans. Bon, parce que c'était à ce moment-là que j'étais en catégorie qu'on appelle junior, où je me débrouillais plutôt pas trop mal. Et c'est une passion qui était extraordinaire. C'est une passion qui à la fois était sportive, c'était aussi une passion avec des copains. Donc c'est un peu la jeunesse insouciante. Et c'est ça aussi les bons souvenirs, c'est les grandes balades à vélo. Parce qu'on fait du vélo à ce niveau-là, on en fait des sorties de 100, 150 km. Donc on fait toute la campagne bretonne, on découvre des bords de mer, c'est des trucs magiques. En tout cas, pour moi, c'est les Madeleines de Proust aujourd'hui. Il y a des endroits encore où quand je me balade à pied, je sens des odeurs qui me rappellent les grandes virées à vélo ou les copains. Donc c'est pour ça que c'est resté quelque chose d'assez fort pour moi.
Le vélo, c'est aussi un truc qui est important parce que c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. C'est grâce au vélo que j'ai rencontré mon épouse, parce que mon épouse était dans la même classe qu'une jeune femme qui faisait du vélo avec moi à l'époque. Et donc, elle m'a invité ça fait rigoler, mais à la soirée de brevet à l'époque. Et j'ai rencontré mon épouse grâce au vélo. Et puis le vélo, c'est aussi Arkea, parce qu'Arkea, on a beaucoup fait autour du vélo quand j'y étais. Donc c'est une espèce de fil rouge dans ma vie. C'est pour ça que c'est un truc important. Et puis aujourd'hui, c'est un vélo différent. Je te disais tout à l'heure en rigolant, je ne veux pas qu'on me demande mon âge, parce que j'arrive dans une frange d'âge où pour le sportif que je suis, c'est plus compliqué. Et maintenant, le vélo, ça devient vraiment le vélo copain, balade, la Corse, le Lorez et l'Orja. Voilà, c'est ça le vélo maintenant. Incroyable. Et donc, tu arrives à Paris juste après ta prépa. Tu as une vingtaine d'années à peu près. Exactement, ouais. Et tu viens chez HEC. Ouais, je rentre à HEC à Jouan-Josas à l'époque. Ouais. Moi, j'y arrivais de ma campagne bretonne dans une prépa où on n'en faisait pas rentrer beaucoup à l'époque à HEC. Dans un monde qui était totalement différent pour moi, dont les codes, je les connaissais pas. Je dis souvent en rigolant pour expliquer ça, c'est comme quand vous allez à un premier dîner guindé, que vous arrivez avec 4 fourchettes, 4 couteaux et 3 petites cuillères, c'est pas par quoi commencer. Moi, j'étais un peu comme ça au départ. J'avais pas le mode d'emploi. Ouais. Et donc, j'ai un peu galéré au début. Et puis après, c'est comme tout, hein, l'expérience aidant, on s'y fait, on commence à trouver ses marques. Et puis voilà. Puis après, on fait son petit bonhomme de chemin. Et donc là, tu es parti pour 3 ans en finance. 3 ans avec une spécialité finance, majeure finance. Ça me fait un peu sourire qu'on dise ça maintenant parce que le sentiment que j'ai malgré tout, ce qui est quand même assez vrai, c'est quand on sort de l'école, on a une très bonne formation en général, bien sûr, mais on n'est pas dire qu'on est vraiment un expert en quoi que ce soit. Et à l'époque, la finance de marché qu'on apprenait, c'était des trucs très théoriques dans les bouquins. J'ai vraiment appris le métier ensuite dans la banque. Quand j'y suis rentré, c'est là que j'ai vraiment fait mes classes. Mais effectivement, j'ai des très bons souvenirs cette période de 3 ans à HEC, c'est très sympa. Est-ce que tu es allé un peu à l'étranger pendant cette période ? Je suis allé en Angleterre, en Grande-Bretagne. C'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant qui sortirait d'une école de commerce ou d'ingénieur qui va pas passer la moitié de sa scolarité, si ce n'est plus, d'ailleurs, à l'étranger. À l'époque, c'était beaucoup moins courant. Donc, moi, j'ai dû faire 6 mois, je pense, en Grande-Bretagne, en cabinet d'audit. Mais ce qui était déjà presque beaucoup pour l'époque. Là où aujourd'hui, ça fait à peine un stage de seconde année. Encore, je suis même pas sûr qu'il reste aussi peu. C'est vrai que maintenant, tu es obligé de faire quasiment 6 mois, 1 an. Exactement, ouais. C'est assez commun, tu valides pas ton diplôme. Et après, du coup, HEC... Après HEC, je rentre. En fait, il y a un truc assez bizarre, c'est que moi, je voulais essayer de rentrer en Bretagne à l'époque. J'avais envie de faire un truc dans ma région. Et donc, je suis contacté par quelqu'un qui était patron de l'informatique de cette banque qui s'appelait CMB à l'époque, le Crédit Mutuel de Bretagne, et qui me propose de me rencontrer au pied de la Tour Ganne à la Défense, qui ne s'appelle plus la Tour Ganne aujourd'hui, donc qui est celle qui est pratiquement quand on va vers Neuilly, là, tout au bout de l'esplanade. Et donc, il me propose de rentrer dans cette boîte que je connaissais pour en être client sociétaire, comme on dit ça depuis très longtemps, parce que mes parents vivaient y compris jusqu'au-dessus de l'agence CMB quand j'étais gamin, donc ça s'invente pas. Et donc voilà, exactement. Et donc j'ai trouvé ce gars extraordinaire, un mec remarquable, et donc j'ai accepté. Je suis rentré en me disant de toute façon c'est pas grave, si jamais ça marche pas, je fais 6 mois, 1 an, puis je repartirai. Et j'y suis resté 25 ans. Voilà. Mais tu voulais travailler pour la Bretagne, enfin pour une société bretonne ou en Bretagne ? En fait, je pense que j'étais quelqu'un qui était attaché déjà à sa région. C'était pas tellement une société bretonne, c'est que j'avais vraiment un attachement très fort à ma région, qui s'est pas démenti depuis. Et pour le coup, c'était sans doute ça mon driver essentiel à l'époque. Mais je n'aurais jamais imaginé y rester 25 ans et faire le parcours que j'ai fait par définition. Je me revois encore y arriver le 4 juillet 1995, pour être précis, avec ma petite Talbot Horizon bleue toute pourrie, là, et me garer sur le parking pour reprendre mon job le premier jour. Si on m'avait dit que j'en sortirais 25 ans après, par la même porte, en étant directeur général de cette belle maison, j'aurais jamais imaginé ça par définition. C'est dingue, parce que pardon, je prie. T'étais basé à Paris ou en Bretagne, du coup ? À l'époque, j'étais basé en Bretagne. Donc, j'ai fait une dizaine d'années à Brest avant de partir ensuite pour diriger Fortunio et ProCapital, qui étaient 2 filiales du groupe, à Paris. C'était pas à la Défense, je te voyais mal dans une grande tour à la Défense. Non, j'ai pas fait. À la Défense, j'ai fait ça un peu chez Ernst & Young quand j'étais dans l'audit. J'ai fait un peu de tour là-bas, mais ça m'a pas vraiment passionné. Donc, c'était pas vraiment le truc que je préférais. Et là, si on refait l'histoire, du coup, parce que qu'on précise, t'as pas fait 25 ans la même position. Non. J'ai fait. En fait, je suis rentré dans un job qui s'appelle l'organisation générale, c'est du consulting interne, faire court. J'ai fait 2 ans, puis après j'ai été patron du contrôle de gestion. C'est à l'époque où les contrôles de gestion, ça fait sourire maintenant, dans les groupes bancaires, se mettaient un peu en place, les années 97-98. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et après, je me suis occupé d'une belle boîte qui est proche d'ailleurs de Fred de FNI, qui s'appelle Suravenir, dont j'étais directeur technique et financier. Okay. Alors, je suis arrivé en 2001, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, c'était la chute des marchés financiers assez tonitruante. Et donc, il y avait tout à remettre en place, tout à relancer, gérer l'actif qui faisait 12 milliards à l'époque, qui en fait 60 aujourd'hui, je crois. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est mon premier poste de direction. J'avais 28 ans, 29 ans. Donc, c'est 45 personnes sous responsabilité. C'était un truc pour moi qui était assez important. J'ai fait ça 3-4 ans, et après j'ai dirigé une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Symphonis, qui était un des 50 courtiers en ligne
lancée dans les années 2000, avec un mandat qui était de faire en sorte que cette boîte, qui était un peu dans un corner, parce qu'elle avait une très bonne position en assurance vie online, mais pas très bien située sur le courtage de bourse, trouve un nouvel élan, ou alors la vendre. Et à l'époque, j'ai trouvé que c'était plus sympa de voir une piste de développement. Et c'est comme ça que je me suis rapproché des fondateurs de Fortuneo Direct Finance et qu'on a racheté Fortuneo, que j'ai fusionné avec Symphonis pour lancer Fortuneo Bank. Donc, c'est toi qui a... C'est moi moi et l'équipe qui était avec moi qui pilotait le rachat. C'est moi qui pilotais le rachat pour le groupe en 2006. Le jour de la naissance, d'ailleurs, c'est marrant, la négo se faisait passer le jour de la naissance de notre second enfant qui s'appelle Noé, donc ça c'est toujours assez marrant, le 3 juin 2006. Grande journée. Et c'est une grande journée. En fait, pour la petite histoire, le 2 juin, j'ai le mandat du conseil pour négocier l'achat. Je m'étais mis d'accord avec les vendeurs pour qu'on fasse la négo en Bretagne, dans le Finistère, à Roscoff, dans le Finistère Nord, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit qui est magnifique, parce que mon épouse, elle a accouché dans les jours qui les suivent. Okay. Et ils m'ont appelé le matin, le samedi matin à 8h, en disant Renan, est-ce qu'on prend l'avion? On est à Orly. Ils m'ont dit, je leur dis, vous pouvez venir. Mon épouse a accouché à 4h du matin, ce qui est vrai. Notre fils Noé était né à 4h. Donc on a attaqué la négo à 9h30, 10h. On a négocié tout le week-end. On a fait une pause le samedi soir dans un restaurant qui est magnifique à Roscoff. Le contexte s'y prêtait un peu. Et donc j'ai payé le champagne pour fêter ça. Et on s'est remis sur la figure, comme on dit, en négo jusqu'à 4h du matin. Et pendant 2 jours. Donc pour moi, c'est forcément un souvenir qui est assez incroyable. Ça paraît dingue. Et alors là, je me permets de sortir du fil, hein, Sophie, tu me rattrapes si je dévie trop. Mais et comment ça se passe à ce moment-là, cette fusion? Enfin, c'est vrai que nous, on voit parfois des corporates racheter des boîtes. Ça se passe parfois très bien, parfois un peu moins bien. Ouais. Fortuneo, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Par contre, j'en ai tiré mes premières expériences sur ce que je crois qu'il faut faire et ne pas faire quand on fait une acquisition, notamment d'une boîte dans l'innovation. Ça, moi, je suis arrivé avec des réflexes. C'était les réflexes de quelqu'un d'un grand groupe à l'époque. J'étais certes pas directeur général d'Arca, mais j'étais quand même positionné plutôt dans les dirigeants, on va dire, de ce groupe. Et donc, je suis arrivé avec les réflexes qui sont, quand on fait une acquisition, on met aux normes du groupe, on l'intègre, on fusionne l'informatique, etc. Et j'ai commencé à prendre au contact des fondateurs qui voulaient vraiment que la transition se passe très bien. C'est des gens qui ont créé Blackfin maintenant, que vous connaissez certainement, qui est un fonds assez intéressant. Laurent Bouilloux, Paul Mizrahi, Régis Fraisse, Eric May. Et j'ai appris à leur contact qu'un truc qui est hyper important, c'est que les clients, ils passent une fois, alors que les synergies d'organisation, on les fait quand on veut. Ça paraît tout bête quand on dit ça, mais ça veut dire qu'avant de se précipiter quand on a fait un chèque relativement important, pour faire beau et caler l'informatique, fusionner les équipes, il vaut mieux d'abord aller chercher un maximum de clients, faire un maximum de synergie business, et ensuite on vient dans le reste. Et moi, j'ai commencé à apprendre, ce qui peut paraître tout bête aujourd'hui, ces réflexes-là, qui sont des réflexes que les grands corporates n'ont pas forcément, parce qu'ils ont par définition une vision plutôt des choses au carré. La vision d'un grand groupe, c'est plutôt je mets tout au carré. Ce qui n'est pas du tout une critique, c'est dans l'ADN d'un grand groupe que de fonctionner comme ça. Il faut vraiment se contraindre à ne pas le faire pour justement se dire, ce que j'ai payé cher, je l'ai payé cher, est-ce que ça vaut de l'argent? Si ça vaut de l'argent, c'est que ça marche bien a priori, sauf si j'ai fait une mauvaise transaction. Commençons par bien faire fructifier ce patrimoine, et ensuite, s'il faut faire des synergies, on les fera. On a fait des très belles synergies ensuite avec Fortuneo, quand on a fusionné l'informatique, des plateformes, etc. Mais c'était 2-3 ans après. On a attendu. Donc ça, c'est un premier enseignement que j'ai eu à l'époque, qui m'a guidé pendant toutes les opérations qu'on a pu faire. Et je me suis battu parfois en interne, y compris en n'étant pas toujours compris au premier abord, parce que moi j'aime bien convaincre plutôt que d'imposer, mais j'ai toujours tenu à cette ligne directrice parce qu'elle est importante pour moi. C'est vrai qu'en soi, tu rachètes aussi une marque, quoi. Exactement. Enfin, quand tu investis chez Pumpkin... Exactement. Tu rachètes une marque, un actif, des dirigeants qui ont une vision que tu n'avais pas a priori. Sinon, si tu as eu la vision, c'est comme l'argent sur la table, faire tout seul, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. En tout cas, tu payes moins de goodwill, on va dire, parce qu'en général, il y a un peu de goodwill à la clé. Et donc, je pense qu'il faut respecter les boîtes qu'on achète, parce que les dirigeants qui sont là, en général, ou dirigeantes, ils ont une vision relativement claire de ce qu'il faut faire, ils ont une traction, un track record qui plaide pour eux, et donc il faut respecter ça. Et vous avez racheté ou investi majoritairement dans combien de boîtes, quand tu y étais? Moins de quinzaine, je pense, à peu près. Entre 15 et 20, je pense, à peu près. Ouais. De toute taille. Ok. Donc, et il y en a certaines que tu as complètement intégrées, de là à sortir le front, enfin, effacer le nom, etc. ou... Ça, je crois pas qu'on l'ait fait de mémoire. Non, je crois qu'on a toujours gardé parce qu'en général, on achetait les beaux actifs qui étaient également, l'actif était également le nom. Donc, on a tout gardé, y compris, tu vois, Fortuneo, quand on l'a racheté, c'est Fortuneo qui a absorbé Symphonis. Le projet qu'on a vendu aux dirigeants, c'était de dire, on va faire de Fortuneo un acteur qui va s'appuyer sur un acteur fort qui est Arkea. Et c'est la marque Fortuneo qui sera conservée. Et je crois qu'on a gardé, je crois pas qu'il y ait d'exception pratiquement toutes les marques. Ouais. Tu avais Fortuneo, tu avais Litchi. Fortuneo, Litchi, Pumpkin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait chez Sharp Prince, la gestion d'actifs. On a fait le CFCL qui est dans le crédit conso. Ouais. On a fait plein, Isimo. Je sais même plus tellement il y en a. Donc, tellement de faire. Et pour reprendre le fil, là, on arrive en quelle année? Alors, on est en 2018.
Non, entre 2006 et 2008, juste avant que je sois DG d'Arkea. Ouais, exactement. Ouais. Et là, tu fais les deux. Là, t'as à la fois des fonctions chez Arkea et là, je dirige Fortunio. Et là, tu diriges Fortunio. Je dirige Pro Capital, qui est une boîte qui fait du métier du titre. C'est un peu le métier moins glorieux des banquiers en ligne ou des courtiers en ligne, qui est hyper important. C'est le métier qui fait le passage d'ordre. Donc, je dirige les deux et je suis basé à Paris. Donc, sur les Champs-Élysées, au 26 avenue des Champs-Élysées. C'est là où était la boîte à l'époque. Ouais, sympa. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, c'était un gros open space. C'était pour faire une marque, un endroit qui soit rassurant. Parce que la boîte était à l'époque, avant qu'on arrive, indépendante, donc ça rassurait. Aujourd'hui, les équipes sont plus là-bas, elles sont dans un endroit moins glamour, entre guillemets, sur la Défense aujourd'hui. Et vous étiez combien à l'époque? Moi, quand j'y étais, on était 45, je crois. Et aujourd'hui, ils sont 300, 350, je crois. Comme ça. Ok. Et tu restes jusqu'en 2008. 2008, ouais, exactement. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il se passe qu'un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Denis, qui allait prendre la présidence du groupe un an après, qui est quelqu'un, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a notamment dirigé Oseo, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, donc quelqu'un pour lequel j'avais une admiration, et j'ai toujours d'ailleurs une admiration importante, qui faisait ce qu'on appelle son tour de banque. Ça fait un peu, on dit ça dans les banques, il fait une tour de banque pour les dirigeants du groupe à l'époque, 70-80 dirigeants. Et il était venu me voir un soir aux Champs-Élysées, dans la salle de réunion, et puis il m'avait redemandé de dîner avec moi quelques mois après dans un restaurant qui s'appelle Flora Danica sur les Champs-Élysées. Et il m'a proposé il m'a demandé si je voulais être sur la liste des prétendants au poste de directeur général. Donc moi, j'avais 36 ans à l'époque. C'est vraiment pas le schéma dans lequel je me projetais. Moi, j'étais vraiment plutôt amoureux des petites boîtes, que je trouve plus malléables, plus sympas, où on connaît tout le monde, où quand on décide un truc, on le fait le lendemain. Et diriger un grand groupe, c'était vraiment pas ni dans mes aspirations, ni non plus dans ce que je pensais être capable de faire à l'âge qui était le mien. Ouais. Mais en même temps, j'ai fait un raisonnement rapide qui était le suivant, c'était de dire, quand on propose un truc comme ça, soit on l'accepte, soit on part. Puisque si on le refuse, le jour où on a une idée, qu'on lève la main dans la salle, celui qui vous a proposé la chose, sans vous dire un seul mot, d'un regard, vous fait comprendre qu'il fallait prendre son bâton de pèlerin et faire, et ne pas juste refuser le job à l'époque. Donc, pour cette raison-là, d'une part, et parce que la personne, Jean-Pierre Denis en question, paraissait une personne intéressante à accompagner, j'ai accepté ce job en 2008. Ouais. Et tu es resté jusqu'à février l'année dernière, 2020. En fait. Je suis resté jusqu'en février 2020. C'est à la fois ce que j'ai fait de plus difficile et de plus extraordinaire également dans ma carrière. Difficile parce que on sous-estime toujours les enjeux dans un groupe comme celui-là. Et c'était un groupe qui était qui est toujours un groupe magnifique, mais qui avait des enjeux de transformation qui étaient importants dans le digital, mais pas que. Une trajectoire de croissance peut-être à réinventer, à reprendre. Et donc, quand on arrive à 36 ans, on a beaucoup d'énergie. Je pense que j'ai quelques idées également. Et parfois, on oublie aussi qu'il y a un truc tout bête, c'est que le temps des hommes n'est pas le temps d'entreprise. Et que parfois, il faut laisser du temps au temps pour que les choses puissent arriver. Et moi, j'ai parfois peut-être un peu brusqué les choses. Et donc, ça n'a pas toujours été simple au début. Ça a même été très difficile. Très difficile en charge de travail, c'est évident, mais très difficile pour faire accepter ces idées. J'ai eu une grève de 3 semaines. J'ai des trucs qui est assez inédit dans le secteur bancaire, en tout cas, à cette époque-là. J'ai eu du mal parfois à faire passer mes idées, on a eu du mal à faire passer les choses, et puis ensuite, à force d'expliquer, de faire la pédagogie, c'est parti tout doucement, puis je crois ce qu'on a fait au moins pendant 7-8 ans ensuite derrière, une très belle trajectoire de croissance. En tout cas, le chiffre d'affaires de la boîte, il a doublé en 10 ans, son résultat a fait x3, donc on avait des métriques plutôt bons, on s'est installé, je crois, comme un acteur, le groupe s'est installé comme un acteur qui comptait dans le paysage, je veux dire, malgré sa taille, en tout cas qui montrait que sa taille n'était pas un handicap, parce que c'est un groupe qui fait certes 2,5 milliards de chiffre d'affaires, donc ce qui paraît beaucoup comme ça, mais qui dans le secteur de la banque, c'est 10 fois plus petit que Société Générale par exemple, donc qui n'est pas la plus grosse banque française non plus. Donc on montrait qu'on pouvait avoir une trajectoire de croissance intéressante en jouant sur l'agilité, l'innovation, la capacité à faire différemment. Toi, quand t'es arrivé, t'as vraiment eu l'envie de faire en sorte que ça aille plus vite. Tu disais tout à l'heure que t'étais quelqu'un de rapide. Moi, je sais pas. En fait, quelque part, j'ai le sentiment que les choses se font. Ma conviction profonde, c'est que les choses, quand on veut les faire, il faut les faire tout de suite. Il faut y aller vite, parce que sinon, quand on n'y va pas assez vite, c'est un peu comme un 4x4 qui s'enlise tout doucement dans le sable, parce que les obstacles, on rencontre assez vite. Et si on n'a pas une force de percussion assez forte, on va vite se faire enliser et on ne va pas avancer. Donc moi, j'ai cette conviction en moi que les choses se font rapidement. En tout cas, il faut initier le mouvement rapidement. Puis après, il faut parfois faire un pas de côté, reculer un peu, repartir. Mais j'avais déjà cette conviction-là, et effectivement, on a essayé de bouger beaucoup de lignes vite. Ça a parfois marché, parfois un peu moins. Mais au bout du bout, je regrette absolument pas ça, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de faire les choses. J'en suis persuadé, en tout cas.
Et en regardant vos LinkedIn, enfin le tien, celui de Charles, ton associé aujourd'hui, vous avez aussi cofondé plusieurs boîtes avant. Ouais, on a fait des choses ensemble. Moi, j'ai toujours considéré également que c'était bien pour être. J'ai essayé d'être un banquier qui avait un petit esprit entrepreneurial, mais pour faire ça, il faut voir les entrepreneurs. Bon, ça, je faisais beaucoup. Et son argent, plutôt que de le mettre sur un livret ou une assurance vie, c'est pas mal de le mettre dans des startups ou dans des boîtes pour investir. Donc avec Charles, on a créé une boîte qui s'appelle OpenFly, qui a fait l'espèce de voyage collaboratif en avion, l'aviation d'affaires. On a fait une boîte qui s'appelle Allo Voisin, qui est Edouard Dumortier, qui en est le fondateur, qui fait la conso collaborative. Et puis quelques autres projets comme ça. Et qui étaient toujours des petits tickets pour moi, mais surtout l'occasion, tôt le matin ou tard le soir, de se confronter à des réalités différentes de celles d'un patron d'un groupe bancaire. Et donc de rester les pieds bien sur terre, en comprenant toujours ce que c'était que faire un tableur Excel, un PowerPoint. Ça peut paraître bizarre quand on dit ça, mais quand on est dirigeant d'un grand groupe, on pourrait vite, si on ne fait pas attention, finir par, je caricature bien sûr, signer les parapheurs, aller au conseil d'administration et puis voir de moins en moins de clients et faire de moins en moins de choses soi-même. Et moi, je considère, c'est comme pour le vélo, je nettoie mon vélo tout seul, je change la chaîne tout seul, parce que c'est comme ça qu'on sait comment ça marche quand on en fait. C'est pareil. Je pense que c'est pareil dans une entreprise. Donc j'ai beaucoup passé de temps avec Charles à investir dans des boîtes et à piloter des boîtes pour ça. Et vous étiez à chaque fois tous les deux part-time dans ces boîtes-là? Enfin, à chaque fois, on est pas toujours, on est en capital. Charles a parfois plus de participation que moi. Parfois, ça peut être moi. Mais en tout cas, on est toujours associés ensemble. On prend les décisions ensemble. On confronte nos idées. On est assez complémentaires parce que très différents. Voilà. Et vous avez tout fait. Enfin, j'ai l'impression que vous avez tout fait ensemble. Non, pas tout, parce que on s'est connus il y a 25 ans chez Arkea. Il y est resté 5 ans et moi, j'y suis resté 25. On a toujours gardé des contacts parce qu'on avait une forme de proximité, je pense, intellectuelle qui nous rapprochait. Même si lui, c'est un ingénieur, mon école de commerce. C'est ça qui nous rapproche d'ailleurs. Et donc, quand j'ai quitté Arkea, assez naturellement, après qu'on ait fait ces investissements ensemble, on s'est dit, tiens, c'est un truc à faire ensemble autour du territoire, associons-nous et voyons comment on peut créer cette boîte. Donc, j'ai envie de dire que c'était... Charles, c'est quelqu'un finalement que j'ai pas forcément vu tous les jours pendant 25 ans, mais qui est resté en pointillé, quelqu'un que je voyais régulièrement. Et le jour où il s'est présenté une occasion, l'étincelle est arrivée, ça s'est fait. Qui est breton également? Il est breton, lui, il a un défaut, il est du Finistère Sud. Ah ouais. Un défaut. Hop là. Moi, je suis Léonard. Bon, voilà. On dira rien. Et donc, en 25 ans chez Arkea, toutes ces années, là, je dirais pas ton âge, tu as fait toutes tes armes, tu as tout appris. En fait, j'ai tout appris en technique, en management, en comment... Moi, je suis un garçon très timide, comment on s'exprime effectivement quand on va parler dans les médias, devant 1000 personnes. Pas beaucoup, personnes. Non, mais je le dis beaucoup parce que j'ai une fille qui a 18 ans aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est très très timide, qui est très introverti et qui a du mal et qui parfois voit son père comme plus extraverti qu'elle, entre guillemets, parce que j'ai fait beaucoup avant, qui fait que je suis à l'aise. Et donc j'essaie de lui dire, moi quand j'avais 20 ans, j'étais assez timide, j'étais assez réservé, et donc on apprend à force de faire les choses aussi. Donc j'ai tout appris en cette maison. J'ai appris également ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment il est important de rencontrer les personnes, comment il est important de considérer qui que ce soit dans l'organisation. On a à apprendre de tout le monde, de votre bras droit, de votre président bien sûr, mais également de la personne qui est dans l'agence, personne qui est dans une filiale. J'ai essayé de faire ça et c'est comme ça que les meilleures choses que j'ai faites en tout cas, c'est d'être capable de rester très connecté aux réalités du terrain. Je crois que c'est un de mes grands atouts, une grande force pendant ces 25 ans, ça a été ça. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a réussi pas mal de choses, parce qu'on est resté bien connecté à la réalité du terrain. Le temps file, on va peut-être passer à ton nouveau projet. Oui. Oh, attends, j'avais encore plein de questions. Vas-y. Sauf si tu as des contraintes. Non, ça va. Mais enfin, je dis, c'est un peu relié à ton nouveau projet. Et genre, je me souviens, nous, on avait fait un call qui était sublime, qu'on avait fait du coup, en avril, je pense, 2020, où tu avais un peu t'étais intervenu avec les bonnes de portefeuille. Très bien. Et c'est vrai que tu étais une des premières personnes qu'on avait entendues justement sur la valorisation du territoire. Et c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup à ce moment-là. Ouais. Tu as eu la première vague, la deuxième vague, et puis après les gens se sont habitués à retourner au travail partiellement, même si aujourd'hui 3 jours de télétravail sont obligatoires, etc. Bon, bref. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut toujours autant pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui sera dans la vague du remote, working, etc. Ou alors est-ce que les emplois doivent se créer là-bas, les boîtes doivent se créer là-bas? Enfin, comment est-ce que ça va se valoriser? Moi, je suis pas dans le dogmatisme. Je pense simplement que j'ai appris également de ce que j'ai observé. Comme je dis souvent, ça permettra de deviner un peu mon âge. Je suis un enfant des 30 Glorieuses, et donc j'ai vécu cette période pendant laquelle on croyait que la croissance par l'économique pure était ce qui allait amener à résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les limites de la croissance,
qui est un bouquin de chercheurs du MIT qui explique comment, au bout d'un moment, quand on met trop, on peut mettre des inputs économiques dans un modèle, on en ressort la destruction de valeur sociétale et environnementale notamment. Alors quand on dit ça, on dit aujourd'hui, c'est évident, tout le monde le sait, c'est-à-dire on travaille tous maintenant pour trouver un meilleur équilibre. Sauf que ce bouquin, il date de 1972. Donc c'est l'année de ma naissance. Donc voilà, comme ça, on sait mon âge directement. Yes. Voilà. Et donc en fait, quand je dis ça, c'est que 72, c'est il y a quelques années, donc une cinquantaine d'années en l'occurrence. Et donc on dit, on a quand même mis tout ce temps à se rendre compte qu'au bout d'un moment, il y avait des choses à valoriser. L'économique, pour moi, c'est important, parce qu'il n'y a pas de richesse créée, il n'y a rien à distribuer pour faire que c'est une évidence. Mais en même temps, on ne peut pas non plus considérer que tout passe par l'économique. En tout cas, moi, j'ai appris aujourd'hui que le ROE, le rendement sur fonds propres, le retour sur investissement, c'est pas la seule donnée qui compte. Il faut être capable de créer de la valeur pour la société et pour écologiquement parlant également. Et je pense que les territoires, pour ça, sont une bonne manière d'accéder à cette question. Parce que si on crée plus d'emplois en région, on crée plus de champions en termes d'entreprise en région, on fait à la fois la création de richesses économiques, on fait de l'aménagement du territoire comme M. Jourdain faisait la prose sans le savoir, on fait de l'écologie parce que sans tomber dans les phalanstères de Forestier, on fait des circuits plus courts. Bref, on répond à beaucoup de problématiques qu'on a aujourd'hui rencontrées sans vraiment se rendre compte les uns les autres qu'on allait vers un mur, dans un mur. Donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup. J'y crois pas par dogme, je crois que j'ai comme beaucoup pris conscience d'un certain nombre de choses, y compris d'ailleurs qu'on pouvait travailler en remote sans que ce soit vraiment un gros sujet. Je pense que les verrous étaient beaucoup dans notre tête. Parce que est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que quelqu'un qui travaillerait depuis, je dis n'importe quoi, un chalet aux Arcs ou un appartement aux Arcs, est-ce qu'il va vraiment bosser, sachant qu'il va aller faire une petite marche le soir dans la montagne? C'était les trucs qui étaient dans nos têtes, tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, tout ça, ça a sauté. Donc, j'espère que ça va sauter. Et qu'on peut imaginer des modèles de fonctionnement d'entreprise différents. Le remote est une illustration, mais également différents au sens plus déconcentré, plus décentralisé. Et ça, j'y crois beaucoup, effectivement. C'est clair, moi je te posais la question, mais on est convaincus. Hein, et d'ailleurs, je pense qu'on mettra, on essaiera de mettre en lien. Tu avais une étude qui était sympa de McKinsey, bon, quand c'est sympa, il faut le dire aussi, pendant le confinement, et qui montrait justement qu'on allait dans le mur, que si on continue comme ça. Et bon, on vous la laissera plutôt que paraphraser. J'ai eu ma... C'est vrai. Je peux te laisser reprendre. Mais c'était une belle transition. Mais du coup, nos auditeurs savent pas trop où on va, ils connaissent pas ton projet, ils savent qu'on va en région. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup? Épopée Gestion, qui est notre projet, c'est quoi c'est simple. Hein. Épopée Gestion part de ce constat qu'on évoquait à l'instant, de dire, beau pays qu'est la France, il a beaucoup de qualités, mais il a un gros défaut, comme beaucoup d'économies aujourd'hui. Il est hyper concentré dans les grandes métropoles, les populations, les agents économiques, la pollution, les maladies, même parfois, malheureusement. Et donc, il faut, si on veut croire en tout cas à un modèle plus déconcentré, il faut aider à créer une économie dans les territoires. Et donc, nous, on est partis de là en se disant, nous qui avons, pour ce qui me concerne, passé la moitié de ma vie professionnelle entre Paris et province, c'est comment faire en sorte d'aller faire émerger des champions en région dans les sujets de l'innovation, les PME, les ETI, les infrastructures, qui vont amener à un meilleur équilibre entre des grands pôles métropolitains et des villes qui sont de taille plus intermédiaire. C'est comme ça qu'est née cette idée toute simple avant, parce que cette idée, on l'a lancée en mars 2020, en tout cas on a commencé à bosser, bien entendu qu'elle n'allait pas germer le jour, j'espère en tout cas, où le Covid est arrivé. Et donc partant de là, on s'est dit on va créer une entreprise qui va avoir deux pattes. Une patte d'investisseur qui va investir via des fonds d'investissement, en classique, que tout le monde connaît, dans l'innovation, dans les capitales d'entreprise PME, ETI, dans les infrastructures en région, et qui va à la fois apporter ce qu'on peut appeler de l'accélération, en tout cas c'est le terme consacré dans l'innovation, même s'il est un peu galvaudé, c'est être capable, aux côtés des entrepreneurs, qu'ils soient là encore dans les startups ou dans les plus grandes boîtes, de leur apporter un support opérationnel, dans le digital bien sûr, dans les RH, dans l'international, dans le marketing, la strat, tout ce qui fait finalement que l'argent qu'on va mettre dans une boîte, on va le leverager parce qu'on apportera autre chose que seulement le capital. Donc on est parti comme ça, on s'est dit on va le faire d'abord dans l'innovation parce que ça on sait faire, puis assez vite, moi pendant qu'on était confiné, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet côté PME, ETI, on y va tout de suite sur les PME, ETI, et assez vite les infras, on a vu qu'il y avait un truc notamment dans l'immobilier de bureau, d'activité logistique en région, c'est qu'il faut faire le truc également. Et là je me rappelle, c'est ça qui est intéressant quand on voit Charles et moi, c'est que je pense que si j'aurais eu avec moi un associé qui était quelqu'un de plus classique, il m'aurait dit t'es pas un peu frappadingue de partir sur 3 trucs alors que les gens ils font tous à fond dans une thématique d'abord, puis après ils font un deuxième, un troisième. Et comme Charles il est pas comme ça, il m'a laissé entre guillemets dire et entre guillemets un peu faire au début, puisque sur certains des sujets, on va dire que vu mon passé, j'avais un peu plus d'antériorité que lui. C'est vrai que cette complémentarité qu'on avait, c'était un peu la complémentarité des gens qui disent c'est pas impossible de faire les 3 en même temps. Et donc on a lancé 3 thèses d'investissement. On a été lever de l'argent dans l'innovation, on a aujourd'hui 60 millions d'euros pratiquement dans l'innovation. On a levé 90 millions d'euros dans le CapDev et on a levé pratiquement 160 millions d'euros aujourd'hui dans l'immobilier. Investi 150 millions d'euros en immobilier à date. On a fait 3 deals dans le CapDev, on est à 10-12 millions d'euros déployés sur un fonds qui a été levé en juillet. Et sur l'innovation, on a fait les 2 tiers du premier fonds et là on vient de closer le deuxième.
Donc on est à 300 millions d'euros à peu près d'actifs aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, et vraiment dans cette thèse territoriale qu'on n'oppose pas d'ailleurs aux grandes villes, absolument pas. Mais on se dit, il y a de la place pour faire les choses différemment. Si je prends l'immobilier, par exemple, qui est très intéressant, souvent les gens me disent, mais c'est quoi le rapport avec la thèse territoriale, de faire du bureau, de la log et puis des locaux d'activité? Je dis, mais c'est tout simple. Quand vous êtes un entrepreneur aujourd'hui en région et que vous avez des locaux à financer de 2 à 10 millions d'euros en termes de taille, vous trouvez quoi pour financer ça? Le crédit, des club deals et des copains, souvent comme ça que ça se fait, vos fonds propres. Et vous ne mettez pas votre argent dans votre exploitation parce que vous êtes mobilisé, vous le mobilisez sur des capex liés à quelque chose qui n'est pas votre actif de boîte. Et les grands faiseurs, les grands acteurs qui investissent, les grands assureurs, etc., ils n'investissent pas dans ces actifs. C'est trop petit pour eux. Quand vous appelez Amundi, Allianz ou quelques autres, qui sont des gens qui font beaucoup d'investissements, ils mettent des tickets beaucoup plus gros. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait en sorte d'apporter à ces gens qui cherchaient des modes de financement de leurs actifs, des acteurs qui, eux, parce qu'il y a un fonds qui a été créé pour ça, trouvaient une voie de diversification pour leurs investissements. Et c'est en cela qu'on a quelque part détourné le tuyau, entre guillemets, de l'investissement de ces grands acteurs pour le brancher sur une thèse territoriale qui n'existait pas avant. Donc voilà, on essaye d'inventer ces thèses-là, une thèse dont la colonne vertébrale est le territoire, pour faire en sorte que et du capital et quelque part de l'accompagnement arrivent en région. Le Grand Ouest, parce qu'il nous concerne pour l'instant. Déjà, bravo. Ouais, chapeau. Et sur le CapDev et l'INO, c'est quoi ton scope exactement? Alors sur l'INO, nous on est sur des thèses très early stage, on est sur des tickets de 200 à 500 000 euros, sur les boîtes qui font un petit d'affaires mais qui n'ont pas une EBITDA négative, qui n'ont pas encore forcément trouvé totalement leur modèle économique, forcément installés en région, dans le Grand Ouest, c'est vraiment ça qu'on cherche, et forcément qui ont besoin d'accompagnement opérationnel pour grandir. Donc c'est vraiment ça la thèse. On a aujourd'hui 60 millions d'euros sous gestion, une quinzaine de lignes en participation. On a 2-3 boîtes qui sont un peu plus connues, des boîtes comme Écoterie par exemple, qui est une boîte qui est en portefeuille, une boîte qui s'appelle Shopopop qui fait la livraison de courses collaboratives. On a une boîte qui s'appelle Advalo qui a été revendue il n'y a pas très longtemps. Donc on a quelques petites pépites comme ça. Et dans le CapDev, c'est différent. Le CapDev, c'est des boîtes où on fait du minoritaire sur les entreprises qui ont une taille comprise entre 50 et 100 millions d'euros de valeur d'entreprise quand on arrive. On est agnostique en termes de secteur. La seule limite, c'est qu'on ne touche pas ce qu'on ne connaît pas. Je veux dire, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et à chaque fois qu'on va investir, on veut être capable, aux côtés de l'entrepreneur, de l'aider à faire ou du build-up. Il y a à peine 12% des PME France qui font du build-up aujourd'hui, alors que c'est quand même une des thèses importantes pour grandir. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, c'est que tout le monde sait, tous ceux qui écoutent aujourd'hui savent qu'aujourd'hui, une start-up qui ne lève pas 50-100 millions d'euros, c'est rien, c'est petit. Mais quels sont les PME ou les ETI qui aujourd'hui lèvent plus de 10 millions d'euros véritablement? Si on veut créer des champions en région dans cette thématique-là, c'est pas 10 millions d'euros que mettre, c'est 40, 50, 100, 200 parfois. Si on veut créer en région Bretagne, par exemple, des groupes Le Duf, on connaît la Priorité Dorée, Delarté, qui est un groupe rennais qui fait 2,3 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui est un groupe qui est né en bas de la rue Jean Jaurès à Brest il y a 30 ans, fondé par Le Duf. Si on veut refaire des champions comme ça, il faut être capable d'apporter du capital. Donc c'est vraiment cette logique-là que l'on essaie d'apporter, avec en plus, comme on se veut être un fonds d'entrepreneur pour entrepreneurs, cette proximité avec l'entrepreneur qui fait qu'il nous écoutera peut-être plus que d'autres financiers quand on va essayer de lui apporter du savoir-faire, parce qu'il va considérer qu'il n'a pas juste le releveur de compteur, entre guillemets, mais quelqu'un qui comprend ses problématiques. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire. C'est clair. On a un peu des points communs, ouais. Je pense, ouais. C'est beau. Clairement. D'ailleurs, au-delà des points communs, je pense que vous faites partie sans doute des sources d'inspiration pour des choses différemment. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que moi j'ai beaucoup appris au contact des gens que j'ai vus, Daphne, comme vous savez, j'ai eu pas mal de discussions avec Daphne au tout début. D'ailleurs, on a investi chez Arkea, chez Daphne. Et forcément, c'est une source d'inspiration comme d'autres. On va chercher chez les autres aussi ce qu'ils ont fait. On fera imprimer la citation. Ouais, grave. On va la mettre sur un mur. Et il y a mon côté com qui me titille. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom Épopée? Il y a une histoire qui est toute simple, mais vraiment toute simple. C'est qu'en fait, au moment où on cherchait le nom, avec Charles, on avait déjà 2-3 personnes qui bossaient avec nous, dont une qui s'appelle Alexandre Gallou, qui est un jeune breton de 31 ans, qui a fait HEC également d'ailleurs, et qui a la Bretagne chevillée au corps, et qui lui voulait vraiment nous accompagner. Alors, ça fait marrant, c'est pour ça que je disais que mon âge est toujours un sujet, c'est qu'il dit des seniors comme vous, je veux accompagner le projet à vos côtés. Donc on cherchait ce nom, et on commençait à chercher les noms, commençait par A, avec une consonance un peu bretonne, en se disant tiens, ça va faire bien et tout. On sort une liste, pas terrible, et un jour Alexandre nous envoie un message le soir, dit j'ai pensé à un truc, ça pourrait s'appeler Épopée. Là, Charles se regarde, dit il faut qu'il nous explique le truc. Et donc en fait, Alexandre nous a expliqué pourquoi Épopée. Quand on regarde ce que sont les belles épopées, c'est comment effectivement on va être un conquérant ailleurs, mais rester bien ancré chez soi. Comment les plus grands conquérants ont été les gens qui ont été capables d'avoir leurs racines bien ancrées. Donc en fait, Épopée, c'est simplement ça, c'est l'idée d'un... j'en profite pour le saluer aujourd'hui, c'est l'idée d'Alexandre, parce que c'est son idée à lui, c'est lui qui a eu cette idée-là, s'appuyant effectivement sur une bride d'histoire, une réalité,
qui en plus a un nom qui est assez sympa. Au demeurant, aujourd'hui, on a tous envie de faire des belles épopées, au sortir de ce marasme dans lequel on aura vécu pendant 2 ans. Donc il y a un côté sympa dans le nom. Il y a un côté d'ailleurs qu'on nous donne souvent, qui est un côté pour une boîte de gestion, c'est un nom français. Alors on nous a souvent dit ça quand on a été faire nos pitchs, on a dit c'est pas mal, c'est un nom français, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui nous voir des noms français. Et puis c'est un nom qui est signifiant. Voilà. Donc, mais c'est l'idée d'Alexandre. Voilà. Canon, bravo Alexandre. ton discours était assez complet. Chabir, tu as des questions encore? Non, je te laisse la main. On peut passer à la question de la fin, les questions de la fin. Ouais. Comment est-ce que tu décompresses? Comment est-ce que tu te déconnectes? Bon, je suis pas très bon pour déconnecter d'abord, mais ma seule méthode, c'est le vélo. Le sport me fait déconnecter. Pourquoi en fait, je vais avouer un truc, je vous le disais tout à l'heure à tous les deux. À la fois le vélo, ça me déstresse, et en même temps j'ai des problèmes d'audition depuis une vingtaine d'années, plus que ça, 25 ans, avec des gros acouphènes. Ce qui fait qu'en fait, le seul truc qui vraiment me détend totalement, c'est quand je fais du vélo, qu'il y a du vent, que j'entends plus le bruit dans mes oreilles, que je suis bien. Donc le vélo, c'est mon truc à moi. Voilà. Top. Est-ce que tu as un spot en Bretagne à nous conseiller? Est-ce que j'ai un spot en Bretagne à vous conseiller? T'as le droit d'aller dans le sud. Non, mais alors il y a un endroit que je trouve magnifique, mais bon, je suis totalement... je suis pas du tout objectif. C'est que moi, je vis à un endroit qui s'appelle le Passage, dans une ville qui s'appelle Plougastel d'Aoulas, connue pour ses fraises d'ailleurs, qui est en face d'un autre village qui s'appelle Rolec-Querion. Et le Passage, ça s'appelle c'est la mer d'Iroise qui passe par là, dans la pointe du Finistère. Vous avez ce qu'on appelle le pont Albert-Loup et le pont de l'Iroise qui séparent cette mer. Le pont Albert-Loup a été construit dans les années 20 et le pont de l'Iroise a été construit en 94. Et donc cet endroit, le Passage, c'est un endroit où le bac traversait. À l'époque, il n'y avait pas de pont. Et pour moi, c'est un endroit qui est magique, parce qu'à la fois, c'est un endroit où je vis, côté Plougastel d'Aoulas, avec une vue magnifique, quand il y a des couchers de soleil. On ne peut pas montrer les photos, bien sûr, dans un podcast, mais c'est extraordinaire. Et ma maman est née de l'autre côté, un endroit qui s'appelle Canfroute. Et donc, forcément, c'est un endroit qui est très signifiant pour moi. C'est un endroit qui est magnifique et qui est plein de souvenirs, pour ce qui me concerne. Prochain week-end, Chab, on va là-bas. Exactement. Il y a un bar très sympa qui s'appelle La Cale, d'ailleurs, donc il ne faut pas louper. Magnifique. C'est noté. Ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou Ou tes rêves les plus fous? Mes rêves les plus fous. Non, moi j'ai pas à titre professionnel, j'espère vraiment réussir à m'accomplir avec Charles dans le côté entrepreneurial. Moi, c'est hyper important. J'ai toujours aspiré à faire ça. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Qu'on crée finalement quelque chose qui nous survive entre guillemets. C'est un peu vantard de dire ça, mais j'aimerais bien qu'on puisse dire dans 20 ans on a créé un truc qui nous dépasse largement. Ce serait génial qu'on ait transmis à des plus jeunes que nous. Tout ça, c'est un truc vraiment ça me fait kiffer. Vraiment, c'est un truc qui serait top. Et puis à titre personnel, j'ai des rêves assez simples. Moi, j'ai 2 enfants maintenant. Comme je leur dis toujours, moi, ma vie professionnelle, je l'ai faite pour beaucoup. Ma vie personnelle aussi. Moi, mon plus grand bonheur, c'est leur réussite à eux. Donc moi, mon bonheur ultime, c'est de voir mes enfants s'épanouir. Moi, je ne peux pas rêver mieux. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Charles, vous avez hésité à le monter ensemble et à vraiment créer une aventure commune, et quitte à peut-être perdre une amitié ou non, on n'a pas hésité. C'est vrai que c'est différent quand on est associé. Après, des fois, il y a un moment où on n'est pas d'accord, plus d'accord, ça dépend de tempérament. Nous, on arrive plutôt à se dire les choses, je pense. Mais on n'a pas hésité. On savait qu'il y avait cette dimension-là. Ouais. Que pour l'instant, on appréhende plutôt bien, parce qu'on a plutôt tendance à se dire les choses bien, posément, mais donc on laisse pas les abcès si il y en a toujours qui arrivent se développer de trop. Ouais. Tendance, on n'a pas hésité, non, vraiment pas. Super. Pardon, Sophie. La prochaine question, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Alors vraiment, sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche de dormir la nuit, vraiment. Le seul truc, je le dis parce que ça arrive toujours on dit on a petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Moi, si mes enfants sont pas bien, je ne dors pas. C'est le seul truc qui m'empêche de dormir, c'est quand ma famille va pas bien. Enfin, je crois sinon que par mon expérience professionnelle notamment, ça m'a pris beaucoup. Avoir dirigé un grand groupe, j'ai toujours dit, et je le dis souvent à des amis quand ils ont des angoisses, je dis moi je me fais plus mal au ventre à l'avance, ça sert à rien, parce que sinon dans les fonctions qui étaient les miennes avant, j'aurais mal au ventre tout le temps. Donc j'ai arrêté ça. Par contre, le truc qui m'empêche de dormir, c'est si ça va pas avec mes enfants. Là, je suis vraiment très malheureux. Là. Et je dors pas. C'est intéressant ça de ne pas avoir mal au ventre avant. Exactement. Une belle image. Allez, une petite dernière, ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable. Moi, le vin, en fait. Je suis un malade mental de vin. Alors, j'ai une hygiène de vie, je fais beaucoup de vélo, etc. Je fais très attention à ce que je mange et à ce que je bois. Donc, je bois jamais d'alcool en semaine, sauf exception en vacances. Sinon, je bois pas une goutte d'alcool en semaine. Par contre, le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, j'adore le très bon vin. Donc, mon grand truc, c'est descendre dans ma cave, chercher une bonne bouteille de Bourgogne ou de Bordeaux. C'est un truc. C'est un kiff. Avec des copains, c'est ça, j'adore ça.
Bon, bah, on conclut sur du vin, c'est bien. Exactement. Moi, je sais pas si c'est coupable, mais sur en tout la cas... Non, est-ce que tu as d'autres choses dont tu voudrais parler? Non, on a fait un bon tour d'horizon, je pense que c'était intéressant. Ouais. J'aime bien vos questions, très sympa. cool, Bien décalé comme il faut. Très sympa. Bah, merci d'avoir Merci à vous deux. avec nous. Merci infiniment. Et puis on remercie nos auditeurs de nous suivre depuis les débuts et puis on les invite à liker, partager, commenter. Surtout, n'allez pas en Bretagne, il pleut tout le temps. C'est vrai, plusieurs fois par jour. Il pleut 36 heures sur 24. Big up aux Bretons. Exactement. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci.